Salut et bienvenue dans le troisième et dernier épisode de la série Race Across Series Québec. Vous êtes en direct, non, vous êtes en différé de Flying Cheeky Radio. Ok, là j'ai pris, j'ai des notes avec moi parce que là il y a comme plusieurs choses que je tiens à aborder. Tout d'abord, premièrement là, wow, sérieux, what a course, what a day, c'était malade, c'était incroyable, l'organisation était insane. Vraiment, Jesse et David, vous avez fait un travail de fou. Je me suis senti accompagné, je me suis senti en sécurité. J'ai senti que tout ce dont j'avais besoin était là sur place. Fait que pour ça, vraiment, solide job, les organisateurs. C'était un sale événement que vous nous avez organisé. Est-ce que l'objectif a été atteint? Mon objectif, c'était de tout laisser sur l'asphalte, de tout dépenser l'énergie que j'avais, d'arriver au bout, comme ils disent en anglais, with nothing left in the tank, donc d'arriver au bout avec ma réserve vide. Ça a pas mal fonctionné parce que rendu à la fin, j'étais fatigué, mais il me restait comme encore un brin d'énergie maudit. Il y a tout le temps de l'énergie, on dirait, qui finit par réapparaître. Quand je regarde là, la journée, est-ce que j'ai gagné toutes les heures? T'sais, dans toutes mes heures, est-ce que j'ai pas mal donné tout ce que j'avais? Oui. Par contre, est-ce que j'ai tout donné quand on regarde au niveau des minutes? Ben non, pas pantoute. En 14 heures, donc ça a duré 14 heures et 30 minutes, là, le 316 km que j'ai parcouru. 14 heures et 30 minutes, là, c'est exactement 870 minutes. Mais ça, c'est 870 petits combats que tu dois gagner. Donc, est-ce que j'ai gagné tous ces petits combats-là que j'avais contre moi-même? Non. Est-ce que j'en ai par contre gagné la grande majorité? Oui. Je me rends compte en fait que c'est beaucoup plus difficile de donner tout ce qu'on a que je pensais. Je pensais que ça allait être plus facile de tout donner puis de tout vider. Mais on dirait qu'à chaque fois, finalement, j'avais comme un peu encore d'énergie. J'ai essayé de me pacer pour pas me brûler, mais tu sais, plus la course avançait, plus j'en donnais, justement. Là, puis du moment, surtout, où j'ai dépassé les grosses côtes, là, autour du 220-230 km, je savais que les grosses côtes étaient derrière moi. Fait qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé à vraiment plus vouloir pousser. Mais c'est comme si plus j'en donnais, plus j'en demandais à mon corps, mais plus finalement, il trouvait des nouvelles réserves. Fait que ça a été difficile de tout donner, pas parce que j'étais brûlé puis à bout de force, mais parce qu'on dirait que j'avais tout le temps des surprises par rapport à l'énergie qui me restait. Tu sais, une longue distance comme ça, oui, il y a la partie physique, donc oui, il y a la partie tout donner physiquement, mais il y a une énorme partie mentale. Tu sais, se répéter pendant 14 heures et demie de temps, aller pédale, aller arrête pas de pédaler, aller pédale, de tout le temps essayer de comme pousser un peu plus, mais pas trop parce que tu veux pas te brûler puis pas te rendre au bout, mais tu veux pas non plus arriver au bout puis faire comme ouais, finalement il me reste encore plein d'énergie. Fait que c'est cette espèce d'équilibre-là qui est dur à trouver, surtout ben là c'était ma première fois. C'est là où je trouve que ça devient un vrai défi mental, de tout le temps donner le bon dosage par rapport à ton objectif. C'est là qu'apparaît le défi mental. Faut pas oublier que dans une course comme ça, la majorité du temps, t'es tout seul. Il y a juste toi qui le vois à quel point tu pédales. Il y a juste toi qui le vois si tu marches ou si tu continues sur tes pédales. Il y a juste toi qui le vois si tu te laisses aller ou si tu pédales pendant une descente, par exemple. Il y a juste toi qui le vois si tu débarques de ton vélo pour marcher ou si tu restes sur ton vélo pour monter une côte, même si c'est difficile. Tu sais, oui, il y a des fois où j'ai croisé d'autres personnes, mais j'ai croisé un max de peut-être 3-4 personnes différentes avec qui tu interagis un petit peu, mais à un moment donné, eux, ils partent pour continuer, toi, tu restes en arrière, ou toi, tu pars en avant, puis eux, ils restent en arrière. David Goggins, il parle souvent de live autopsy. Fait que c'est vraiment ça, c'est de tout le temps être en conversation avec son corps. Est-ce que je peux en donner un peu plus? Est-ce qu'il faut que je recule un peu? Est-ce que je peux y aller plus fort? Est-ce qu'il faut que j'y aille moins fort?
C'est cette espèce de conversation-là avec soi tout le long qui est le défi mental. Si tu peux mettre de la musique dans tes oreilles, mettons, puis juste déconnecter puis pédaler. Ça, je pense que c'est cool quand ton objectif, ça peut bien fonctionner, quand ton objectif, c'est la distance. Quand ton objectif, c'est le temps, moi, c'était ça mon objectif, le temps, t'as pas le choix d'avoir cette conversation-là avec toi si tu veux tout le temps, justement, garder ton espèce d'aiguille, pas dans le rouge pour te brûler puis pas faire... pas donner le meilleur de toi-même, mais tu veux pas non plus être dans le bas du throttle puis pas assez en donner. OK, maintenant on va parler un peu de ma préparation. Le plus gros élément, puis l'élément le plus pertinent de ma préparation, ça a définitivement été d'aller monter Camillien Hood toutes les semaines. À toutes les semaines, le père de ma blonde venait garder 2 heures à la maison pour pouvoir profiter d'être avec ses petits-enfants. Puis moi, je profitais à chaque semaine de ce moment-là pour flyer à Montréal, monter Camillien Hood en continu, puis revenir après ça. Dans le fond, je le montais autant de fois que j'avais le temps dans le délai de 2 heures, puis je revenais après. Quand j'ai commencé ma préparation, ma plus grande crainte, c'était vraiment les côtes. Parce que des côtes en Montérégie puis à Montréal, il n'y en a pas tant que ça. Dans la majorité des rides que j'ai faites dans ma vie, il y avait des côtes, mais pas tant que ça. À part une fois avec mon ami Boris, là, qui nous amène à Donham puis à Sutton, où ça m'a comme cassé les jambes bien raides. Puis là, avec le parcours que David nous avait préparé de 3500 mètres de dénivelé en 300 km, je le savais que ça allait être ça mon plus gros défi. Puis je le savais que ça allait être ça qui potentiellement allait le plus me ralentir. Donc, j'aurais pu faire plus de longues distances dans mon été, mais c'était pas le fait de faire une longue distance qui me faisait peur. J'avais déjà fait un 260 km. C'était vraiment le fait de joindre ça à des montées. Fait que même si monter Camillien Hood, ça me faisait, des peut-être 30-40 km, des rides de 30-40 km, ça m'a permis de vraiment affronter ma crainte puis me rendre compte que c'était pas si pire que ça. Puis de toute façon, il allait avoir aucune montée dans ma journée de la Race Across qui allait être aussi pire que monter par exemple 4, 5 ou 6 fois de suite Camillien Hood. Tu sais, dans ma planification, sans le savoir, mais ça s'est un peu bien fait finalement, toutes mes journées de préparation étaient dans des pires conditions que la course. Le jour de la course, il faisait beau. Moi, j'ai fait des sorties à vélo pour me préparer sous la pluie. Le jour de ma course, j'avais tout géré ce que je pouvais gérer par rapport à la nutrition. Dans mes entraînements, souvent, je faisais exprès de un peu moins manger ou un peu moins m'hydrater pour justement augmenter le défi puis faire que le jour de la course, c'est plus facile. J'ai monté en continu Camillien Hood, tandis que le jour de la course, oui, il allait avoir des grosses montées, mais il allait être séparé les unes des autres. Jamais j'allais monter l'équivalent de Camillien Hood 6 fois de suite. Tu sais, j'ai pas aimé ça, là. J'ai pas trouvé ça cool, monter Camillien Hood toutes les semaines, tout l'été. Mais à un moment donné, le but de l'entraînement, c'est pas que ça soit cool. Le but de l'entraînement, c'est que ça t'aide pour le jour de la course. Le plaisir que je tirais de monter Camillien Hood, c'était à la fin de mon 2 heures, quand j'étais fier de moi, de la discipline dont j'avais fait preuve, d'être retourné encore une fois une semaine de plus, encore une fois monter Camillien Hood, au lieu de... J'aurais pu, dire, hey, je vais aller à Belleuil, ça va être une belle ride, il fait beau. Mais est-ce que c'est ça qui m'aurait le plus aidé le jour de ma course? Ben non. Fait qu'à un moment donné, oui, il faut avoir du fun, mais il faut aussi choisir qu'est-ce qui nous procure du plaisir. Puis moi, mon plaisir, ces journées-là, il venait de la discipline dont je faisais preuve. Il y a même une fois, là, pendant la course, ça m'a fait rire, là, dans une des plus grosses montées. J'étais en train de monter, puis là, je me criais après, « Ah ouais, come on! » Tu sais, c'était difficile, puis il y a un moment où j'ai commencé à me déclipper, comme si je voulais débarquer de mon vélo puis marcher. Puis là, j'ai entendu le clic, tu sais, de ma pédale qui se déclipe. Puis en entendant ça, on dirait que dans mon cerveau, en une fraction de seconde, ça a cliqué dans ma tête de dire « Hey, t'es-tu vraiment en train de te déclipper? T'as-tu vraiment monté
des dizaines de fois Camillien Hood cet été pour le jour de la course te déclipper puis le monter à pied. Oui, j'avais en dedans de moi une petite voix qui me disait « Hey, sérieux, t'as tout monté ça à vélo. La pire, c'est pas grave si t'as monté à pied. » Puis c'est vrai que c'est pas grave. Mais si c'est pas si grave, ben pourquoi de bord j'ai monté des dizaines de fois Camillien Hood cet été? Parce qu'il n'y a pas une fois cet été dans Camillien Hood où je me suis déclippé. Puis là, c'est quoi? Le jour de la course, le jour qui compte, là, je vais me déclipper? Nah! Fait que quand j'ai entendu le son de ma clip qui se déclippait, ça a fait psh, en une fraction de seconde, on dirait que j'ai revu toutes les fois que j'ai monté Camillien Hood. Je me suis clippé, j'ai crié, je me suis rendu jusqu'en haut de la côte. Puis c'est ça. Puis quand je me suis rendu, quand je suis arrivé en haut là, de cette grosse côte-là, celle que j'appelais Isildur, j'étais tellement fier de moi de avoir monté la grosse côte, mais fier de moi surtout de ne pas avoir abandonné dans ce moment-là. De ne pas avoir flanché dans cette petite seconde-là où j'aurais pu flancher. Parce qu'une fois que tu as mis le pied à terre, ton pied est à terre. Donc, pour les parents ou ceux qui ont un horaire chargé, peu importe, là, moi, c'est le conseil que je donne, c'est ce que moi, je vais continuer à appliquer pour moi-même dans l'avenir, pour les prochains gros défis que je vais vouloir relever, c'est de m'assurer de toujours rendre mes entraînements plus difficiles, que ce soit par rapport au degré d'inclinaison des côtes, au nombre de mètres de dénivelé monté par rapport aux kilomètres en distance parcourue, ou que ce soit même par rapport à l'alimentation, de rendre tout plus difficile aide à compléter plus facilement l'objectif même, l'espèce de jour J, là. Donc, je reviens sur ma surcharge en glycogène du vendredi. My God! Eve Crépeau l'avait nommé que ça allait pas être facile puis que j'allais avoir sûrement envie de manger une salade à la fin de ma journée. Puis j'étais comme sérieux, comment ça peut être si pire le trip de manger comme de se nourrir pendant une journée de patates hachées brunes, de Gatorade, de croissants avec la confiture, de croquettes vachon, de milkshake, de Kraft Dinner. C'est comme le rêve que c'est comme mon rêve dans le fond. Voyons donc, manger ça tout le temps, c'était comme un menu idéal de moi quand j'avais 14, 15, 16 ans. Mais finalement, c'est vraiment plus difficile que ce que j'avais pensé. En toute honnêteté, là, moi j'ai fait 2 petits rats de vomi. Parce qu'à un moment donné, c'est tellement de sucre à consommer. Là, il y a un moment dans l'avant-midi où j'ai comme un peu moins mangé. Fait qu'il a fallu que je rattrape, mais là, c'était ben trop. Le milkshake, à la fin de la journée, il y a eu de la difficulté à passer. Je veux dire, il était rendu 10h30. J'étais dans le lit, je mangeais encore des Pop-Tarts parce que j'étais encore en train d'essayer d'atteindre mon objectif là, de grammes de carbs à manger. Et si se préparer, c'est facile, ben est-ce que tu es vraiment en train de faire la meilleure préparation que tu peux faire? Je dis pas ici qu'il faut que les choses deviennent désagréables, mais si c'est facile et confortable, ben j'ai pas l'impression que tu es vraiment en train de te préparer à sortir de ta zone de confort. J'étais content de le faire, mais j'étais encore plus content le lendemain quand j'ai pas bunké. Il y a aucun moment dans ma journée de la course où j'ai bunké. Mais ce qui a aidé aussi au niveau de la nutrition le jour même, c'est que je m'étais mis une minuterie sur mon téléphone de 30 minutes et encore une fois, je respectais le nombre de grammes proposés par Eve dans le podcast Jamais assez avec Guillaume Coutu, où c'est ça, elle a donné dans le fond le nombre de grammes de glucides qu'on devait consommer à chaque heure. J'ai fait de mon mieux pour le respecter. J'avais ma minuterie sur mon téléphone qui à chaque 30 minutes sonnait et que j'aie faim ou non, je mangeais. Tu sais, l'activité physique, c'est anorexigène. Si je me rappelle bien là, le terme, c'est que ça coupe l'appétit. Mais il faut que tu manges quand même. Hey, on s'en va faire du vélo pendant 14 heures, body, là. Tu peux pas te permettre de pas manger pendant 1 heure puis de comme être en retard sur ta nutrition parce qu'après ça, il va falloir que tu attendes que ça reload. Fait que faim, pas faim, il faut que tu manges. À un moment donné, je me rappelle dans la journée, je mangeais ma barre protéinée, là, puis j'étais sec. Fait que là, je buvais du Gatorade pour essayer de me réhydrater, mais ça faisait que je mélangeais ma barre protéinée au chocolat et beurre de peanut avec du Gatorade citron lime. Je veux dire,
c'était dégueulasse. C'était dégueulasse, mais c'était ça que je devais faire si je voulais atteindre mon objectif. Est-ce que la prochaine fois, je vais essayer de trouver des barres qui sont moins sèches? Oui, mais est-ce qu'à un moment donné, toutes les barres vont être sèches quand ça fait 8 heures que t'es sur ton vélo? Peut-être aussi, tu sais. Je pense que le fun dans ce type d'activité-là, en tout cas le fun que moi je recherche, vient dans l'accomplissement plus que dans l'exécution. La partie exécution, c'est comme business. Tu as un plan à suivre, tu suis ton plan. Puis si tu suis bien ton plan, quand tu vas arriver à la fin, là, tu auras de quoi être fier de toi. Là, tu auras de quoi célébrer. Là, tu auras de quoi te dire « Hey, ça, c'était le fun! » OK, là, je vais revenir rapidement sur différents éléments là, que j'avais abordés dans ma première vidéo le 24 heures avant. L'idée de changer de fusil d'épaule, de mettre de côté la distance, sachant que ça m'inquiétait pas, pour me concentrer sur le temps. Oui, vraiment, parce que là, je l'ai fait en 14h30. J'ai le feeling que j'aurais pu le faire même encore plus vite. Donc, si je m'étais juste concentré sur la distance, ben j'aurais comme fini cet événement-là comme j'ai fini plein d'autres de mes longues distances. Fier de moi, mais vraiment avec le feeling que j'aurais pu faire mieux. Là, oui, j'ai le feeling que j'aurais pu faire mieux, mais c'est la première fois depuis longtemps que j'ai pas le feeling que j'aurais pu faire tant mieux que ça. Puis ça, c'est le fun. J'étais un gars performant, j'étais un gars qui aime ça dépasser mes limites, mais j'apprends, puis grâce à ma blonde entre autres, à être plus satisfait de ce que j'accomplis, à plus reconnaître les grands défis que je relève. Puis ça, vraiment, c'est un grand défi. Je suis fier de moi, je suis fier de l'avoir accompli, mais je suis aussi fier de m'être fixé un objectif à la hauteur de ce que j'étais capable de faire, puis de m'être fixé un objectif qui, le matin même, me faisait encore un peu peur, tu sais, qui me sortait vraiment de ma zone de confort. Quelque chose que j'ai fait en partie, que j'aurais pu plus faire parce que je me rends compte finalement que ça m'a vraiment aidé. Quand je suis arrivé à Saint-Jérôme, on dirait que de savoir où j'étais, ça m'a aidé à... Ça m'a redonné un élan de confiance, premièrement. Ça m'a donné un élan d'énergie parce que là, de revenir en terrain connu, on dirait que je reprenais un peu de contrôle sur ma course. Puis ça, j'en ai déjà parlé là, dans la vidéo de préparation où je disais que tout ce que je pouvais contrôler, je voulais le contrôler pour pouvoir justement me focusser sur pour pouvoir focusser mon énergie le jour même sur ce que je pouvais pas contrôler. Ben, je me suis rendu compte que finalement, d'avoir déjà fait une partie du trajet, ça m'a donné un sentiment de contrôle qui me laissait plus de place pour avoir plus d'énergie pour pédaler. Donc, je dis pas forcément de faire toute la course de parcourir le trajet en entier en une fois avant. C'est pas ça que je dis. Mais peut-être dans une sortie, faire le premier 100 km. Dans une deuxième, faire le deuxième 100 km. Dans une troisième, faire le troisième 100 km. Tu sais, juste le fait de voir à quoi ça ressemble, ça fait que quand tu roules, t'es pas dans une espèce de monde parallèle où tu sais pas où tu vas puis tu fais juste suivre ton GPS. Merci d'avoir encore été là aujourd'hui, puis on se revoit dans un prochain épisode du Flying Chicky Radio, baby! Ciao, bye! La veille au soir, de voir tout le monde partir pour son 500 km, de les encourager. Là, la veille, le vendredi soir, j'étais avec ma blonde puis les enfants parce j'avais loué un Airbnb à Terrebonne parce que je voulais être proche, je voulais pas avoir à gérer de déplacement. Donc, le vendredi soir, on était là pour voir ceux partir pour le 500 km. J'avais déjà fait mon bike check. Fait que de voir toutes ces personnes-là partir 500 km, déjà, c'était comme un feeling de « OK, là, on est dedans, ça s'en vient, il y avait de la fébrilité. » Il y a un moment où ma blonde est partie avec les enfants au Airbnb pour aller les coucher. Là, moi, je suis resté tout seul sur place. J'étais un peu dans ma tête. Je regardais la zone de départ. Je regardais les bénévoles placer les choses. Puis tout ça, c'était un moment où on dirait que
je laissais entrer en moi tranquillement l'énergie de la Racer Cross, l'énergie de rencontrer toutes ces personnes-là aussi avec qui j'ai jasé, toutes ces personnes-là qui étaient là pour relever le même défi que moi j'étais là pour relever. Tu sais, dans ma gang d'amis, j'étais un peu pas un peu, je suis le seul qui fait ça. Fait que t'as tout le temps un peu le feeling quand t'en parles, tu sais, il y a, mettons, ma famille qui est super fière de moi. Mes amis sont un peu comme, yo, ça a pas de bon sens ce que tu fais. Ils me félicitent. Mais de partager cette veille-là avec des personnes qui font la même chose que moi, qui sont là pour relever le même défi, c'était quelque chose que j'avais jamais vécu, d'être autant de cyclistes de longue distance réunis, puis de pouvoir parler avec eux, puis avec des personnes qui ont bien plus d'expérience que moi. Ça a été tellement enrichissant pour moi, ça m'a donné tellement le goût de continuer. Ça m'a tellement donné d'énergie pour le lendemain que quand je suis parti aller dormir, j'étais comme plein d'énergie de tous ceux que j'avais rencontrés. Après ça, le samedi matin, je veux dire, l'accueil était incroyable. Tu sais, Nordic Café était là, on a bu du café, il y avait encore de la bouffe. Moi, j'avais mangé un bon déjeuner, tu sais, avant d'y aller. J'étais arrivé, il y avait encore de la bouffe, puis l'énergie était palpable. T'attends en ligne, tout le monde est un peu dans le même feeling de comme... Aïe, 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 je m'en vais tout seul sur mon bicycle vivre. Tu sais, c'était vraiment un beau moment le matin. En plus, il faisait beau, je veux dire, c'était fou. Puis là, une fois que c'est comme ton tour, puis que tu pars, tu sais, là, t'es plein de personnes. Puis là, une fois que c'est ton tour, puis que tu pars, t'es tout seul. Là, tout à coup, t'es tout seul sur ton vélo, puis tu roules. Puis tu roules. Puis là, tu croises quelqu'un, jases un peu avec, finalement il te dépasse. Oh, croises quelqu'un, jases un peu avec, finalement c'est toi qui s'en vas de lui. Oh, tu le recroises quand tu t'arrêtes pour un café ou pour un petit Red Bull. Ou oh, tu le vois en train de manger un sandwich, tu lui envoies la main. Fait qu'il y avait cette idée-là de vivre autant individuellement qu'en genre de gang, cet immense défi-là qui a été vraiment... Vraiment, ça donnait des boosts, tu sais, de voir quelqu'un en train de manger son sandwich, qui t'envoie la main, puis là, toi, tu y renvoies la main. C'était vraiment... on le partage ensemble, ce moment-là. Donc, pour ça, c'était vraiment... c'était vraiment le fun, mais sinon, tu sais, t'es tout seul, là, je veux dire, t'es tout seul dans ta tête. Moi, en plus, je faisais exprès, là, tu sais, j'ai pas écouté de musique. Il y a comme certains moments où j'écoutais de la musique, mais la majorité du temps, pas de musique, pour m'assurer vraiment d'être en conversation avec moi-même tout le long, puis ainsi donner le meilleur de moi-même. J'avais aussi, tu sais, barré, ça c'est une bonne décision que j'ai prise, là. J'avais comment mes prolongateurs, là, tu sais, les deux morceaux là, de ton vélo qui fait que t'es à côté comme ça, là. Les prolongateurs. Mon téléphone était entre les deux, mais pour désinstaller mon téléphone, il fallait comme que je dévisse le support à téléphone. En tout cas, c'était comme ça prenait 5 minutes là. Fait que le matin, quand j'ai installé mon téléphone, le but c'était justement qu'il se désinstalle pas, parce que moi j'ai le réflexe, puis l'habitude, puis la manie, puis j'aime ça de faire des reels quand je fais des activités comme ça. Puis, mais ce jour-là, il n'y allait pas de reel qui allait se faire. Là. Je veux dire, je pense que j'ai pris une vidéo, puis c'était comme moi filmé par en dessous qui mange un sachet de purée de compote là, de mes enfants que je leur avais volé. Parce qu'encore une fois, je voulais que tout mon focus soit sur ma course. Puis c'est ça que j'ai fait. Puis ça, je pense que c'est un des éléments qui m'a vraiment aidé à arriver au bout avec la satisfaction, le sentiment d'avoir tout donné. C'est le fait que j'avais tout mis en place pour que mon focus soit sur ma course. Tout ce qui pouvait me déranger ou me distraire ou me divertir avait été tassé. Je pense que j'ai écouté 2 fois une demi-heure de la musique. Parce que là, justement, c'était comme après avoir mangé, pour me redonner une espèce d'élan, je me suis mis de la musique un peu pour me hyper. Mais après que l'album était terminé, je rangeais les écouteurs, je retombais en mode juste entendre le son puis entendre ma petite voix en dedans qui me parle.
Fait que c'est ça la gang, c'est ça la Race Across Québec. Ça a été, écoutez, c'est ça, ça a été un événement incroyable. Ça a été un immense défi que j'ai relevé. J'en suis arrivé au bout avec une grande fierté, mais aussi avec une grande envie de faire plus. Avec une grande envie, là, je veux dire, on était le dimanche soir, on était revenu à la maison, Nina dormait, j'étais dans le lit sur mon téléphone le soir, puis j'ai googlé comment apprendre à faire des plus grandes distances à vélo. Tu sais, dans le fond, là, je suis revenu avec, oui, une satisfaction puis une fierté, mais aussi avec l'envie d'en faire plus, l'envie de le refaire, l'envie de me dépasser encore. Tu sais, il y a vraiment un côté, je pense, addictif au fait de se dépasser. Une fois que tu donnes le goût de te dépasser, puis que tu te rends compte à quel point tu es capable de te dépasser, ben tu veux le refaire, puis le refaire, puis le refaire. Fait ce que je dis, moi, à tout ça, c'est à l'année prochaine, dans le fond. Ce n'est que la première d'une longue série de Race Across. On apprend tellement sur soi dans une course comme ça que d'en faire un rendez-vous annuel, c'est comme de se donner à chaque année un rendez-vous avec soi où tu te mets dans une position où tu te coinces avec toi-même, où tu n'as pas le choix de converser avec toi-même, où tu n'as pas le choix de découvrir où tes limites, où tu n'as pas le choix de te forcer à te préparer du mieux que tu peux, mais préparer quelque chose qui est pour toi. Préparer quelque chose qui n'est pas pour les autres ou pour le travail ou pour tes amis ou pour ta famille. Tu sais, quand tu prépares un événement comme ça, qui est une course en autonomie, toute la préparation que tu fais est pour toi-même. Fait que si tu te prépares pas bien, c'est toi qui vas manger une claque le jour de l'événement. Si tu te prépares bien, c'est toi qui vas être nourri le jour de l'événement. Fait que c'est ça. De se donner là, ce rendez-vous annuel-là, pour moi, je pense que c'est un incontournable pour se développer, pour grandir, pour apprendre sur soi. Fait qu'à tout le monde, je dis, essayez-le. Essayez quelque chose comme ça. Je veux dire, même 300 km, là, ça peut paraître, c'est ça que je parlais avec un ami hier, tu sais, ça peut paraître immense. Hey, c'est 300 km. Mais si tu le défais, là, mettons, là, on a 24 heures pour le compléter. Ben 300 km, là, ça fait 150 km par 12 heures. Ça fait 75 km par 6 heures. Ça fait 37 km et demi par 3 heures. Fait que ça fait, je pense, 12,5 km par heure. Mais tu sais, 12,5 km heure, là, la majorité d'entre nous, on est capable de rouler ça. Donc, si ton but, c'est de relever un défi en distance, inscris-toi aux 300 km Race Across. Fais un 100 km, prends un gros repas, 1 heure pour chiller. Fais un autre 100 km, un gros repas, une sieste de demi-heure, 1 heure pour chiller, un autre 100 km, puis je suis sûr qu'il y a tellement plus de personnes qui sont capables de faire un 300 km en 24 heures, qui pourraient le faire, mais qui se donnent pas cette chance-là, qui se donnent pas ce plaisir-là de le... Puis regarde, au pire, mettons, là, tu bosses le 24 heures. Oui, dans les listes de participants de la Race Across, ça a peut-être écrit DNF, là, Did Not Finish. Mais ça, au final, là, il n'y a pas de police de ça, là. Eux, ils peuvent bien écrire ce qu'ils veulent dans leurs documents. Si toi, tu le finis en 25 heures, là, hey, le 300 km, là, tu l'as fucking fait quand même, man. Sur ton Strava, au pire, là, tu l'as la preuve que toi, tu l'as fait. Le Did Not Finish, là, c'est pour eux, leurs documents, leurs règlements, parce qu'à un moment donné, il faut bien qu'ils ramassent leurs affaires puis qu'ils passent à autre chose, les organisateurs.
Mais c'est pas pour Race Across Series que j'ai fait ce 316 km-là. C'est pour moi-même que je l'ai fait. Tu sais, des fois, je dis 316 parce que moi, je me suis perdu 3-4 fois dans mon trajet. Fait qu'il fallait que je revienne sur le trajet. Fait que ça m'a rajouté des kilomètres. Au final, c'était pour moi que je le faisais. Je les remercie, eux, parce qu'ils ont organisé un setup dans lequel je pouvais y aller puis me sentir accompagné puis en sécurité, puis j'avais même un numéro d'urgence que je pouvais appeler si je me sentais en danger. C'est tout ça qui faisait que je me sentais en danger. Mais moi, là, je peux pas croire qu'il y a des gens qui seraient capables de le faire puis qui passent à côté d'une si belle chance. C'est là-dessus que je vais conclure. Je vais conclure que la Race Across ou des événements de ce type-là, c'est des chances d'entrer en contact avec soi. Puis c'est des chances incroyables d'entrer en contact avec parfois une facette de nous-mêmes qu'on connaissait même pas. Puis passer à côté de ça, ben, il y a un côté triste. Il y a un côté triste. Mais moi, je suis pas triste parce que je l'ai faite, je l'ai vécu la Race Across pour la première fois et non pour la dernière fois. Fait que sur ce, c'est ce qui met fin au 3e épisode de la Race Across de ma série Flying Chicky Radio sur la Race Across. C'est assez. Je pense que c'est important à travers nos succès dans ma année passer à autre chose. Tu sais, je porte encore mon bracelet parce que je suis encore fier à tous les jours de me rappeler que j'ai fait ça. Mais bientôt, le bracelet, je vais l'enlever parce que faut pas non plus trop longtemps là, juste être comme « Hey, j'ai fait ça, j'ai pas envie dans 4 mois d'être encore sur le trip de ça. » Je veux dire, je vais accomplir d'autres choses, je vais me préparer pour d'autres événements. Les victoires du passé, c'est bien nice, mais il y a une partie de moi qui est comme « OK, là, ça, t'as fait ça, là, 3 semaines, là, on peut passer à autre chose. On peut vivre autre chose, on peut être fier d'autre chose. » Je termine en disant un dernier merci aux organisateurs de la Race Across, un merci encore à la gang de Vélo Espresso qui m'ont aidé à créer une machine la plus ajustée pour moi possible, à Oli Quirion qui fait des positionnements sur les vélos, qui m'a aidé à me positionner sur mon vélo pour que je sois confortable et plus performant. Merci à ma blonde d'avoir été là toutes ces fois-là où moi je devais aller m'entraîner, d'avoir surveillé les enfants pendant ce temps-là, ma mère, le père de ma blonde, tout le monde qui a participé. Là, j'oublie plein de personnes, mais de près ou de loin, merci à tout le monde qui m'a aidé à réaliser cet événement-là incroyable. Voilà. Merci beaucoup.